la prostate, elle a 3 fonctions. Elle a une fonction d'abord de filtrer pour éviter que les testicules soient contaminés par des germes. Donc elle a une fonction en infectiologie. Elle permet à la testostérone de devenir active. Et enfin, c'est un organe de fertilisation puisque les spermatozoïdes... AVS avec Philippe Robichon. À votre santé. Et Nadia El Bouga est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Marc Galliano. Bonjour docteur. Bonjour. Chirurgien, urologue, andrologue, cancérologue et co-auteur de Mon sexe et moi, manuel pour comprendre et réparer son pénis aux éditions Marabout. On va parler de la prostate ce matin. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la prostate, notamment pour ceux qui font du vélo. Ceux qui feraient beaucoup de vélo seraient plus sujets à développer une maladie de la prostate que les autres. Est-ce que c'est une idée reçue ou pas ? C'est une idée reçue parce que j'en suis la preuve vivante. Moi qui fais du vélo depuis 8 ans et j'ai plus de voiture, je fais entre 100 et 150 km de vélo par semaine. En effet, c'est pas la prostate qui est abîmée lorsqu'on fait du vélo avec des selles qui sont pas adaptées, parce qu'aujourd'hui il y a des selles de vélo qui sont très bien faites. C'est le périnée qui a tendance à être écrasé, et donc en fait on a souvent des douleurs périnéales qui peuvent descendre dans les testicules. On peut avoir des petites blessures de nerfs. Donc c'est plutôt neurologique, mais c'est pas la prostate qui va souffrir de l'écrasement sur une selle. D'accord, donc c'est une légende urbaine, comme on dit. C'est une légende urbaine. Il y a beaucoup de légendes sur le vélo, comme les jeunes filles qui perdraient leur hymen en faisant beaucoup de vélo. Et du cheval. Et du cheval, voilà. Oui, en ville. Ouais, comme quoi, il y a beaucoup de fantasmes sur le vélo. Bien, alors toujours sur la prostate, Nadia, si vous voulez bien, on va parler. Manger du brocoli et du chou-fleur serait bon et aurait un impact sur la prévention du cancer de la prostate. Alors oui, alors il faut pas avoir de trouble digestif derrière, parce que en effet, si on a une bonne prostate, mais que derrière on a un tube digestif qui est un peu abîmé par les brocolis, c'est un peu embêtant. Mais en tous les cas, en effet, tout ce qui est antioxydant, c'est bon pour la prostate. Donc si on fait attention à un régime alimentaire plutôt équilibré, mais il faut pas oublier qu'il faut le commencer très jeune. Donc en effet, il faut, avant la puberté même, éviter les laitages, les viandes rouges, enfin tout ça c'est du bon sens, mais globalement, l'alimentation peut aussi influer positivement sur la prostate. On sait par exemple sur des patients qui entreprennent un régime alimentaire assez strict, peuvent avoir leur PSA qui peuvent même baisser. Alors le PSA, c'est... Le PSA, c'est le marqueur, c'est le seul marqueur qu'on a en médecine qui est capable de éventuellement détecter une anomalie prostatique et donc nous faire suspecter la présence d'un cancer. Mmh. Donc on peut manger les crucifères, c'est la famille des crucifères, on peut en manger mais il faut commencer tôt, c'est ça que vous voulez dire? Alors oui, mais alors au-delà des choux, par exemple si vous mangez des tomates cuites, c'est très riche en pycnogénol et c'est bon aussi pour la prostate. Donc c'est des tomates cuites et non pas crues. Donc oui, le régime alimentaire peut influer positivement ou négativement sur la prostate. Autre idée reçue, alors, les traitements préventifs du vieillissement hormonal chez les hommes, notamment à base de DHEA, augmenteraient les cancers de risque, les facteurs de risque du cancer de la prostate. Oui alors, ou non? Non, ça c'est une légende. Il faut tordre le cou à cette légende qui date des années 40. La testostérone ne donne pas le cancer de la prostate. On a même pu prouver avec une étude qui a été faite avec l'hôpital Foch et le professeur Henri Boteau, on a prouvé que les patients qui avaient des testostérones les plus basses pouvaient avoir des cancers de prostate les plus agressifs. Donc ce n'est pas le fait de donner de la prostate qui donne le cancer. En tous les cas, on sait que un cancer qui se développe dans un environnement pauvre en testostérone peut être un cancer déjà qui est plus agressif. Donc la testostérone ne donne pas le cancer de la prostate. Adénome et cancer de la prostate, donc on va en parler ce matin. Ce sont deux maladies qui sont souvent confondues, mais qui sont distinctes. On va essayer de faire la distinction. Vous avez parlé de cancer agressif. Qu'est-ce qui détermine l'agressivité d'un cancer? À quel moment on dit d'un cancer qu'il est agressif? Alors, un cancer, il est agressif. En général, c'est son aspect, on va dire, microscopique. Donc, pour détecter un cancer agressif, il faut d'abord le biopsier. Donc c'est un acte qui est médical, qui consiste à retirer à l'aide d'une aiguille un petit morceau de prostate. Et ensuite, il y a un médecin spécialiste qu'on appelle un histologiste qui va étudier l'agressivité du cancer. Donc un cancer agressif, c'est un cancer avec des caractéristiques précises. Et dans ces cas-là, lorsqu'on a un cancer agressif, la réponse médicale, elle doit être adaptée, donc elle doit être aussi
agressif pour pouvoir traiter et guérir ce type de maladie. C'est-à-dire qu'un cancer peut être détecté précocement et quand même être agressif. C'est pas forcément dû au moment où on le détecte. Non, ça n'a rien à voir avec la date du diagnostic, mais bien souvent, les cancers agressifs, ce sont plutôt des patients jeunes. En général, on retrouve une génétique favorable. Ce ne sont pas des cancers aussi qui ont des PSA les plus élevés, puisque quand on parle de cancer agressif, il y a on va dire une classification qui est le docteur Gleason qui a laissé son nom à cette classification, et on parle de cancer agressif de la prostate pour des Gleason supérieurs à 8. Donc quand on a une classification qui part de 6 jusqu'à 9 voire 10, on parle de cancer agressif pour des Gleason au-dessus de Gleason 4 plus 3, mais en général c'est plutôt les Gleason 8. Bien, l'échelle de Gleason. La prostate reste un organe très très mal connu. Vous savez ce que ça veut dire prostate ? En latin, prostatis ? Prostatis ? Ouais. Alors là vous me posez une colle. Non. J'ai pas fait de latin, j'ai fait du grec. C'est celui qui se tient devant. Alors oui, alors pour la prostate on peut dire qu'elle se tient devant puisqu'elle est juste derrière le pubis, mais surtout c'est un organe qui est pris en sandwich par la vessie et le rectum. Donc c'est pour ça que cet organe un peu mystérieux. Mais d'abord, Philippe, à quoi ça sert la prostate ? À fabriquer le sperme. Non. Ah bon ? Pas à fabriquer Non, le sperme. pas à fabriquer le sperme. À le compléter. Ouais, à ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, en fait, la prostate, elle a 3 fonctions. Elle a une fonction d'abord, comme une grosse amygdale, c'est de filtrer les germes pour éviter que les testicules soient contaminés par des germes. Donc, c'est un organe qui est crypteux, caverneux, comme une amygdale. Donc, elle a une fonction en infectiologie. Elle a une fonction aussi de glande, on va dire paracrine, endocrine, puisqu'elle permet à la testostérone de devenir active. Donc c'est une petite usine à transformer la testostérone en testostérone active. Et enfin, c'est vrai c'est un organe de fertilisation, puisque les spermatozoïdes vont pouvoir, passer à travers les canaux éjaculateurs, s'imprégner, par exemple, de prostaglandine, de zinc, de sucre, et donc les spermatozoïdes vont avoir cette capacité à pénétrer dans l'ovocyte, donc ça s'appelle la capacitation. Donc c'est un organe qui permet la fertilisation. D'accord. Mais pourtant c'est pas un organe vital puisque quand on l'enlève, donc ça veut dire qu'on peut vivre sans prostate. Exactement, on peut vivre sans prostate. Le souci c'est que sur cet organe, évidemment, il court des petits nerfs qu'on appelle les nerfs érecteurs, donc qui favorisent l'érection. Et donc, en effet, tout l'art du chirurgien consiste à retirer un organe malade tout en préservant les fonctions autour, fonctions sexuelles, mais aussi fonctions urinaires, puisqu'au bout de la prostate, il y a un sphincter, qui est un sphincter strié, donc il y a un muscle qui est à contraction volontaire. Et lorsqu'il est touché, on peut avoir des fuites d'urine. Et est-ce qu'on peut muscler, en parlant de muscles, on peut muscler la prostate parce que c'est quelque chose qu'on entend aussi ? Alors la prostate, c'est pas un muscle, mais l'environnement, oui. Le périnée, au même titre que les femmes connaissent très bien leur périnée, puisqu'on leur fait faire des exercices postpartum. Pour les garçons, il est grand temps que les garçons apprennent un peu à connaître leur périnée. Donc c'est cette partie qui se situe entre l'anus et la racine des testicules. Donc souvent il y a un petit trait noir qu'on appelle un raphet, et c'est tout un diaphragme aussi qui peut se muscler, et ça permet quoi d'avoir un périnée musclé, d'avoir de meilleurs orgasmes par exemple, d'avoir un meilleur contrôle urinaire. Donc muscler son périnée c'est utile. En vieillissant, la prostate grossit forcément ? Alors, ou pas ? Ça concerne 95% des hommes. Il y a 5% des hommes pour qui la prostate ne grossit pas. Donc ils gardent une prostate. Une prostate, ça fait environ 15 à 20 grammes. Et si on laisse... 15 à 20 grammes, c'est la taille de quoi ? Parce que c'est vrai c'est une petite châtaigne. Vous voyez, une petite châtaigne, c'est tout mignon. En plus, c'est vrai que ça ressemble à une châtaigne de par la forme. Et puis il y a un petit sillon au milieu. Et en vieillissant, cet organe peut grossir alors de 2 façons. Soit ça pousse à l'horizontale, donc on peut avoir des volumes prostatiques de 300-400 grammes, ce qui est colossal, ça fait la taille d'un gros pamplemousse. Donc là, c'est x10. Hein. Là, c'est x40. Mais des fois, on peut avoir des petites prostates, mais qui poussent à la verticale. Et donc, on appelle ça un petit lobe médian. Ça ressemble à un bouchon de champagne ou un petit pain de sucre. Donc là, on peut être très gêné, mais dès 40-45 ans. Bon. Voilà. Alors, à partir de quel âge il faut surveiller ce que vous racontez, là, ce que vous dites ? La prostate, ça dépend de ses antécédents. Si dans ses antécédents, on a une maman, une tante qui a un cancer du sein, un papa, un oncle qui a un cancer de la prostate, l'Association française d'urologie recommande un dépistage
individuel plus tôt, entre 45 et 50 ans. Mais aussi non, pour la population générale, aujourd'hui, le ministère de la Santé ne recommande pas un dépistage de toute la population. Pas généralisé, donc. Pas généralisé, mais l'Association française d'urologie recommande un dépistage individuel et à partir de 55 ans, il faut aller voir un urologue ou passer par son médecin généraliste et commencer un premier dosage du PSA, donc ce fameux marqueur. D'accord. Quel est le lien avec le cancer, l'antécédent de cancer du sein Alors, en fait, ce sont les mêmes gènes. Oui. En fait, on se rend compte que, de par aussi les mécanismes, le cancer du sein et le cancer de la prostate sont des cancers qui sont hormonosensibles, qui arrivent à peu près aussi au même âge. Et donc, lorsqu'on a des ascendants maternels, en tout cas, de cancer du sein, il faut faire aussi attention à la prostate et à contrario. Donc, il faut penser à ces deux organes lorsque on a des ascendants atteints de cancer du sein ou de la prostate. Et si on parle de génétique, moi je regardais des études, il y a des incidences génétiques. Oui, bien sûr. Il y a un gène de susceptibilité, comme dans le cancer du sein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des femmes et des jeunes femmes qui font le choix d'une mastectomie préventive. Parce que le risque de cancer du sein serait vraiment très important. Aujourd'hui, on ne propose pas de prostatectomie préventive, mais en tout cas, on recommande à ces patients de bien le surveiller et surtout de faire un dépistage génétique dans des centres spécialisés. Alors, on va parler de l'adénome de la prostate. Qu'est-ce que c'est qu'un adénome ? De l'adénome, c'est une tumeur bénigne comme un fibrome. C'est du muscle. Et grosso modo, c'est du muscle et ça grossit. Mais en grossissant, forcément, comme la prostate, elle est à l'embouchure de la vessie, ça peut donner des troubles mictionnels, mais quand ça pousse de trop, ça peut aussi donner des troubles digestifs, des constipations, ou de temps en temps des pesanteurs pelviennes. Et donc l'adénome, c'est une tumeur bénigne. Ça grossit, mais ça ne tue pas. D'accord. Et c'est pas un cancer, c'est ça qui. Ce n'est pas un cancer, voilà. Ça tuera personne. Ça peut gêner, ça peut embêter la vie des hommes, mais en tous les cas, ça ne tue pas. D'accord. Donc là, comment est-ce qu'on dépiste un adénome de la prostate ? Alors, il y a deux façons de faire. Soit on est systématique, et donc ça veut dire qu'on peut démarrer une surveillance par échographie. Donc l'échographie, c'est un système d'imagerie non invasive qui permet de voir, de constater la taille de la prostate et sa forme. Le toucher rectal, donc l'urologue ou le médecin traitant peut évaluer la prostate, le volume de la prostate par un examen clinique. Mais bien souvent, on évalue en premier lieu la gêne fonctionnelle. Une prostate qui grossit, donc un adénome qui grossit, peut entraîner deux types de problèmes. Soit la dysurie, donc ce sont des troubles obstructifs. On a du mal à faire pipi, on y va plus souvent, on a un jet qui est faible, on a des gouttes retardataires. Ou à contrario, on peut avoir des troubles irritatifs. On a des envies pressantes d'aller faire pipi. On y va trop souvent, on a du mal à se retenir. Ou quand on met les mains sous l'eau, ou quand il fait un peu froid, on a des envies urgentes d'aller faire pipi. Et dans ces cas-là, on peut consulter en disant « Tiens, c'est bizarre, j'avais des symptômes que j'avais pas. » Et donc là, on diagnostique un adénome de la prostate. Il peut y avoir des douleurs associées également. Alors, ce qu'on appelle des prostatites chroniques, ça c'est encore aussi une autre problématique liée à l'adénome. On peut avoir des infections chroniques, des infections aiguës. Donc aiguë, c'est prostatite aiguë. Infection chronique, on appelle ça alors, il y a différents types de prostatites chroniques. Les bactériennes, donc comme je vous ai dit, c'est comme une grosse amygdale, donc de temps en temps ça peut relarguer des germes, on est fatigué, on n'est pas bien, et puis paf, il y a un germe qui ressort. On peut avoir des prostatites chroniques inflammatoires, donc là on ne retrouve pas de germes, mais on peut retrouver des globules blancs. Et puis après on a la prostatodynie, donc ce sont des allergies périnéales chroniques, donc on a des douleurs chroniques du périnée. Donc là, c'est une entité qui est un peu plus complexe à traiter parce que ça fait appel aussi à la psychologie, à la sophrologie, à la kiné du périnée. Donc c'est une entité un peu plus complexe à gérer, mais qui est gênante. Tous les mois de novembre, depuis quelques années, sont dédiés au cancer dit masculin. Il faut se laisser pousser la moustache, c'est ça ? C'est pour ça que je remets mon masque au-dessus de la lèvre supérieure pour avoir ma moustache, pour être solidaire de ce mouvement, qui est un mouvement intéressant puisque ça peut permettre enfin aux hommes de prendre conscience que faire attention à eux, faire attention à leur santé, c'est important et que la prévention, c'est très important. Les hommes sont des plus mauvais patients que les femmes ?
C'est pas des plus mauvais patients, mais en tous les cas, c'est eux qui mettent le plus de temps à consulter, c'est eux qui mettent le plus de temps à faire leurs examens. Il y a une sorte de réticence encore à se dire potentiellement malade ou assumer qu'on ait un problème. Oui. Voilà, on sort un peu de la toute-puissance et donc dans ces cas-là, il faut avouer que on a un corps et que ce corps, il faut en prendre soin. Oui, il y a surtout aussi, on parlait de ce fameux toucher rectal, mais longtemps, tout ce qui était associé à la prostate était attaché et associé à ce fameux toucher rectal. Exactement, qui peut être très mal vécu, parce que s'il n'est pas bien fait, c'est-à-dire si on ne prend pas son temps, si on ne rassure pas le patient, c'est vrai que c'est un acte qui est intrusif et qui peut être très mal vécu, qui peut être traumatisant. Donc en effet, le toucher rectal, c'est un geste médical, mais qui doit être bien fait dans de bonnes conditions pour d'abord donner des bonnes informations, ou sinon il vaut mieux s'en passer. Alors je rebondis là-dessus, évidemment. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que j'aimerais qu'on ait aussi la même délicatesse concernant le toucher vaginal chez les femmes. Qui peut être également traumatisant, douloureux et intrusif. Voilà, c'est-à-dire que non mais c'est vrai, hein, dans la représentation collective, le toucher vaginal en fait va de soi. Une femme est forcément examinable à cet endroit, alors qu'un homme, c'est quelque chose qui reste encore dans nos imaginaires collectifs extrêmement tabou, voire même inconcevable pour certains. Donc en réalité, tout examen dit intrusif, effectivement, on devrait en tout cas y apporter toute cette attention que nous cite Dr Galliano. Tout à fait. Qu'est-ce que le PSA, l'antigène prostatique spécifique, a changé dans la prise en charge des maladies de la prostate ? Alors c'est un outil merveilleux parce que c'est le seul marqueur qui existe aujourd'hui en médecine qui nous permet de nous donner une indication. Le PSA a fait courir beaucoup de fausses rumeurs. Il y a eu même un mouvement de médecins qui ont décrit la chronique « Touche pas à ma prostate ». Non, il faut remettre le PSA dans son contexte. C'est un outil fabuleux si on sait s'en servir. Donc le PSA, c'est pas tellement le chiffre qui importe, c'est surtout à la vitesse à laquelle il évolue et à quelle vitesse le PSA double. Et dans ces cas-là, en tant qu'expert, le PSA nous donne des indications importantes de il faut pousser les investigations. Les investigations, c'est une IRM. Donc une IRM, c'est un grand tube où on met les patients à l'intérieur pour pouvoir avoir une imagerie fine de la prostate. Ça peut être une échographie endorectale, donc c'est quand même une sonde qu'on met dans le derrière. Ça peut être des biopsies de la prostate. Donc toute cette cascade d'événements qui peut être plus ou moins agressive, il faut bien en avoir conscience. Et donc le PSA, c'est pas un chiffre, c'est un ensemble d'arguments et surtout c'est une évolution. C'est un examen qui est dynamique dans le temps. Donc comment on l'obtient, ce PSA ? Alors c'est une prise de sang, donc ça c'est très simple, mais attention, un PSA, il y a 48 heures d'abstinence sexuelle, il ne faut pas avoir fait de vélo ni de moto avant, parce qu'en effet, toute action sur la prostate peut faire monter le PSA. Pourquoi ? Parce que ce fameux antigène, c'est un antigène qui se trouve à la surface des cellules, ce qu'on appelle des membranes basales, et dans toute action d'abrasion, alors par exemple, vous avez une infection de la prostate, votre PSA va grimper au plafond, mais vous n'avez pas forcément un cancer. Un toucher rectal, une sodomie, vous avez un PSA qui augmente. Donc il faut faire attention dans les conditions de recueil du PSA. Et ce qui compte, c'est un examen cinétique. C'est-à-dire que le PSA ne dit pas si vous avez un adénome ni un cancer. C'est un outil qui permet d'investiguer. Exactement. Plus. Il faut pas donc je dis ça à tous les auditeurs, le PSA, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres. C'est tout un ensemble d'arguments. Donc c'est important ce que vous dites. Lorsque cette prescription est faite, il faudrait quand même que le professionnel de santé puisse donner toutes ces indications-là aux patients, donc de ne pas avoir de rapport sexuel. Alors, oui, le recueil c'est important, surtout pour des PSA qui sont limites. Donc sur un premier relevé de PSA, cette information elle n'est pas forcément dite, mais en effet, si on a un PSA qui est éventuellement douteux, il faut quand même s'enquérir d'abord de la qualité du recueil de l'examen, et puis surtout attention au laboratoire. Chaque laboratoire a des marqueurs spécifiques et donc quand on change de laboratoire, on peut avoir des valeurs qui vont changer. Donc il ne faut pas s'inquiéter non plus. Il faut toujours aller dans le même laboratoire et être sûr que ça soit toujours le même réactif qui sert à doser le PSA. Ce sont des petits écueils qu'il faut mieux éviter. Alors comment est-ce qu'on
on traite l'adénome de la prostate. En plus, ce mois-ci, ils ont mis le paquet pour Movember. Il y a plein de pubs qui tournent pour des gélules à base de plantes. Je ne sais pas si vous avez entendu Oui. toutes ces... Prostamol, Voilà, par exemple, pour pas le citer. Adénome qu'on appelle aussi hypertrophie bénigne de la c'est prostate. HBP. Parce que voilà, si les gens recherchent sur Alors, Internet, ils peuvent trouver également. HBP, hypertrophie bénigne de la prostate. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des symptômes d'adénome de la prostate? Est-ce que, par exemple, toutes ces phytothérapies dont on nous parle, déjà, ça fonctionne ou pas? Oui, ça peut marcher, ça peut décongestionner, ça peut marcher au début lorsque l'adénome n'est pas très important, lorsqu'on n'a pas de grands symptômes. Mais pour citer cette phytothérapie, la plupart sont extraits d'un écorce d'arbre africain et qui marche, qui décongestionne. L'huile de pépin de courge, alors on dit toujours la recette de grand-mère, oui. Mais ça peut être utile aussi au début pour décongestionner. Maintenant, ça reste de la phytothérapie, mais lorsqu'on a des symptômes qui sont plus importants, à ce moment-là, il faut passer à des médicaments un peu plus efficaces, qu'on appelle des alpha-bloquants. Et puis, on a une dernière classe thérapeutique qu'on appelle les inhibiteurs de la 5-alpha réductase. Donc, c'est une enzyme qui va bloquer justement la transformation de la testostérone en testostérone active au niveau de la prostate. Et comme la prostate va moins travailler, elle peut diminuer en volume. Alors pareil, c'est un médicament qui peut avoir des conséquences, celui-ci, sur la libido, sur les érections. Et puis enfin, on a détourné l'utilisation d'un médicament pour les érections, qu'on appelle le tadalafil, et on a pu prouver que le tadalafil à petite dose quotidienne pouvait aussi améliorer la fonction urinaire. Voilà, donc ça c'est pour la d'une paire de pharmacopée. coups. On fait d'une paire de coups. On prend qu'une gélule et puis on peut éventuellement avoir de meilleures érections et faire mieux pipi. Donc ça c'est l'arsenal thérapeutique qui existe donc d'un point de vue médicamenteux. Oui. C'est pas le seul. Il y a d'autres. Alors aujourd'hui oui. Alors on a les médicaments, on va dire le régime alimentaire aussi, parce que en effet si on fait attention à ce qu'on mange, si on fait du sport, on peut aussi améliorer un petit peu sa fonction urinaire et sa fonction sexuelle. Et ça c'est une certitude. On a les médicaments. Et puis maintenant, arrivent de nouvelles technologies passionnantes pour traiter les adénomes de prostate. Pourquoi ? Parce que ce qui fait peur aux hommes, c'est lorsqu'on parle de prostate, on parle d'érection. Moins souvent, mais ça fait vraiment très peur, c'est l'éjaculation. Attendez, parce qu'on parle même d'éjaculation, ce qu'on appelle l'éjaculation inversée. Rétrograde, en effet, c'est-à-dire qu'au moment de l'éjaculation, au lieu que le sperme aille vers l'extérieur, il va aller vers la vessie. Est-ce que ça change quelque chose à la qualité de l'orgasme ? Non, mais par contre, ça peut changer pas mal de choses sur l'excitation, parce que si on sent plus son sperme, ou si on le voit plus jaillir, ça peut être impactant pour soi-même et pour la partenaire. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il y a un petit pourcentage de femmes, elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont quand même aux alentours de 5 à 6%, qui perçoivent l'éjaculation de leur partenaire et ça leur permet d'avoir un orgasme plus intense. Donc, il ne faut pas l'oublier, l'éjaculation, ça fait partie aussi de la sexualité. Et donc aujourd'hui, nous avons des technologies chirurgicales qui permettent de conserver évidemment les érections, mais surtout l'éjaculation. Quel est le pourcentage des hommes qui sont opérés pour un adénome de la prostate ? Aujourd'hui, c'est pas, on va dire que ça représente, on a un homme, une prostate. 95% des hommes ont une prostate qui grossit. Aujourd'hui, on est quasiment à plus de 200 000 interventions par an. Pour l'adénome, pas pour le cancer. Pour l'adénome. Le cancer, c'est le premier cancer chez l'homme. Mais donc, grosso modo, ça fait énormément de patients qui auront affaire à un urologue plus ou moins précocement dans leur vie. Vous proposez une technique, ce qu'on appelle le rhizome. En quoi est-ce que ça consiste ? Alors, c'est une technique qui aujourd'hui existe en France depuis maintenant 2 ans, qui existe aux États-Unis depuis maintenant 5 ans, qui est pas... c'est une technique novatrice parce que ça utilise de la vapeur d'eau. Et donc, le but, c'est pas tellement de supprimer l'adénome, mais plutôt de le réduire de l'intérieur. Et donc, cette technique permet non seulement de conserver l'érection, mais de conserver l'éjaculation dans le bon sens, dans 95% des cas. Alors, c'est une technique qui est intéressante parce qu'elle se situe entre le médicament
et les techniques plus classiques de résection de la prostate, technique Alors, laser de la prostate. Résection, ça veut dire... Résection, c'est ablation de l'adénome de prostate par les voies naturelles en faisant des petits copeaux, des petits morceaux. Donc elle peut être monopolaire ou elle peut être bipolaire. Ou on a des techniques plus modernes comme le laser OLEP ou Greenlight qui permet soit de vaporiser, soit aussi de découper l'adénome de façon très très précise au laser. Mais c'est des techniques quand elles concernent tout l'adénome, cause de l'éjaculation rétrograde, alors que la vapeur d'eau conserve l'éjaculation dans le bon sens dans 95% des cas. Et alors, comment est-ce que la prostate évolue à plusieurs années? Parce que là, si vous le faites depuis 2 ans, est-ce qu'on sait quid de la prostate 10 ans après? Ça grossit. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types. Il y a Donc deux c'est types momentané. d'hommes. Voilà. Ouais, alors oui, c'est des techniques. C'est pas des techniques qui sont pérennes dans le temps. Il faut être honnête avec les patients. D'autant plus que conservatrice. Exactement. Il faut savoir qu'il y a des petits producteurs d'adénome et des gros producteurs d'adénome. Donc un petit producteur d'adénome, c'est un patient qui va produire entre 1 et 3 grammes d'adénome. Un gros producteur, c'est plutôt 10 grammes par an. En effet, lorsqu'on fait des techniques minimales invasives sur l'adénome, la prostate va continuer à grossir, donc il faudra revenir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on vous recommande de faire une coloscopie tous les 5 ans lorsqu'il y a des suspicions de cancer du côlon dans la famille? Ça pose aucun problème aux patients. Ces techniques minimales invasives, c'est de la sédation, c'est pas de la grosse anesthésie. Ça se fait en chirurgie ambulatoire, donc on peut proposer... Quand vous dites c'est pas une grosse anesthésie, c'est pas une anesthésie générale? Alors, sédation, c'est toujours l'anesthésie générale parce que vous dormez, mais par contre, ça peut se faire sous hypnose. Voilà, donc traitement ou même sous anesthésie locale pure dans certaines situations. D'accord. Et au niveau douleur, parce que c'est très souvent ce qui inquiète les patients. Toutes ces techniques, bien souvent, font appel à un drainage urinaire, donc il faut mettre une sonde vésicale. Il faut donc bien informer les patients que c'est évidemment pas agréable, mais qu'il n'y a pas de souffrance insurmontable à avoir une sonde vésicale. Voilà. Il faut dire les choses honnêtement, mais en effet c'est gênant, c'est de l'inconfort, mais qu'il n'y a pas de souffrance à être opéré de la prostate. Et la sonde, vous la gardez combien de temps? Ça dépend des techniques, mais on peut garder une sonde de 24 heures jusqu'à 3-4 jours. En fonction des interventions, des types d'interventions. Est-ce que les patients ont le choix de leur traitement ou pas? Bien sûr, c'est un dialogue. Il faut aujourd'hui, je pense que la médecine moderne, mais ça ne concerne pas que l'urologie, il faut être adaptatif. C'est-à-dire que tous les patients n'ont pas la même prostate, tous les patients n'ont pas la même vie, et donc il faut que le chirurgien s'adapte à la vie des patients et à l'organe qu'il doit traiter. Donc l'intérêt d'un chirurgien, c'est d'avoir plusieurs techniques, ou si c'est pas lui qui la maîtrise, mais d'avoir des confrères qui maîtrisent d'autres techniques, et de pouvoir dire aux patients, je maîtrise cette technique, mais je vous recommande de faire plutôt cette technique-là, et aller donc voir un confrère qui la maîtrise. Mais je pense que c'est superposable, en tout cas c'est transférable à tout acte chirurgical sur un homme ou une femme. D'autant plus que maintenant, les urologues parlent sexualité avec leurs patients. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est discuté. Il y a des échanges, exactement, contrairement à 20 ans en arrière où c'était la vie ou le plaisir. Exactement. Donc aujourd'hui, les choses évoluent positivement. Bon, on parle de la prostate et des conséquences finalement sur les éjaculations et les qualités des érections. Est-ce que ce sont des choses qui sont abordées avec les patients ou pas du tout ? Alors là, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus d'urologues font attention à prévenir les patients du trouble de l'éjaculation rétrograde. Encore faut-il expliquer tous les mots. Rétrograde, pour la plupart des patients, ne savent pas ce que ça veut dire. Et parfois, confusion même entre éjaculation et érection. Ah, Nadia, bien sûr, entre éjaculation et surtout orgasme. Dans nos sociétés judéo-chrétiennes où on a associé beaucoup plaisir, reproduction, éjaculation, reproduction, on pense que l'orgasme est lié à l'éjaculation, ce qui est absolument faux. L'orgasme, c'est purement cérébral, c'est une explosion de petits neurotransmetteurs au niveau du cerveau, rien à voir avec l'éjaculation. On peut avoir des orgasmes sans éjaculer sans orgasme. Tout à fait. Là, on peut se référer à l'Inde, avec le tantrisme, ou au taoïsme en Chine. Donc ça fait quand même plusieurs millénaires qu'on sait que c'est deux phénomènes qu'on peut totalement dissocier. Tout à fait.
La prise en charge des patients aujourd'hui atteints de cancer de la prostate fait intervenir 3 spécialités, l'urologie, la radiothérapie et l'oncologie. Mais comment est-ce qu'on peut détecter précocement ces cancers de la prostate s'il n'y a pas de campagne de dépistage générale organisée ? Alors, nous aujourd'hui, l'Association française d'urologie a pris une position depuis quelques années de dire on fera du dépistage individuel. Ça veut dire que tout homme qui vient dans nos cabinets d'urologues, on leur propose, en fonction de leurs antécédents, donc comme je le rappelais, antécédents de cancer du sein et cancer de la prostate dans les ascendants directs, nous conduisent à réaliser un dosage du PSA plus tôt. Alors plus tôt, quel est l'âge qu'on recommande? C'est 55 ans dans la population générale. Mais lorsqu'on a des antécédents cancer du sein, cancer de la prostate direct, on peut commencer à proposer un dépistage à partir de 45 ans, 50 ans. Et ensuite, il y a donc les examens dont vous parliez tout à l'heure, donc l'IRM. Alors évidemment, il y a le toucher rectal, l'IRM et les biopsies. En cas de cancer de la prostate, est-ce qu'il y a forcément ablation de la prostate ? Non, plus aujourd'hui, Philippe. Tout ça, c'est un peu de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, on a des études robustes qui nous font proposer parfois aux patients sur les cancers indolents, donc pas agressifs, des surveillances actives. C'est-à-dire que vous avez un cancer de la prostate, on va vous surveiller votre PSA, on va vous proposer un toucher rectal, on va vous proposer une IRM, on va vous proposer des biopsies, et on voit comment votre corps est capable de contenir le cancer. Et donc dans ces cas-là, vous vivez avec votre cancer et votre prostate, il ne se passera rien. Donc comme une maladie chronique finalement. Exactement, c'est exactement le mot, c'est l'image qu'il faut employer. Mais avec une surveillance donc qui est stricte, bien sûr, parce que il ne faut pas passer le cap d'une intervention. Alors aujourd'hui, on propose aussi, alors ça c'est novateur, c'est pas encore validé partout dans le monde, il n'y a pas encore en France, c'est éventuellement de traiter le cancer avec parcimonie. Ça veut dire qu'on va traiter une partie de la glande, alors soit avec du chaud, du froid, du laser. Enfin, en tout cas, on va essayer d'être le plus restrictif possible. Et donc, on peut contrôler la maladie tout en conservant évidemment les fonctions sexuelles et urinaires du patient. Je vais parler d'un autre tabou, c'est ce qu'on appelle les problèmes d'incontinence qui peuvent suivre une ablation de la prostate. Comment est-ce que vous les prenez en charge et expliquez aux gens pourquoi il y a ces problèmes d'incontinence qui apparaissent? Alors surtout, je veux rassurer les auditeurs. Aujourd'hui, avec la chirurgie robotique, l'élévation générale du niveau chirurgical en France, les problèmes d'incontinence urinaire après ablation de la prostate sont quasiment mineurs. Aujourd'hui, dans des centres experts ou des chirurgiens experts qui font plusieurs dizaines d'interventions par an ou qui en ont fait quelques milliers, les taux de continence urinaire sont plus de 90%. Et ça, on retrouve ça dans quasiment tous les centres ou chez des chirurgiens à haut volume de prostatectomie. Donc déjà, je veux les rassurer. C'est-à-dire que les problèmes de fuite seraient en voie de disparition? Mais quasiment, ça on peut le dire, on peut l'affirmer. Vous faites attention à qui va vous opérer. Donc il ne faut pas hésiter à dire, ce chirurgien-là, il en a opéré tant, même s'il est jeune, il a déjà une bonne expérience, il va pouvoir me garantir une continence urinaire. Alors qu'à contrario, même si on est un chirurgien très expérimenté, c'est plus difficile à parler d'érection, de conservation de l'érection. Maintenant, mais sur l'incontinence, justement, si ça devait arriver, quelles sont les solutions que vous avez à proposer aux patients? Si jamais ça devait arriver, ça veut dire que la continence urinaire chez l'homme, c'est 2 sphincters. Un sphincter lisse au niveau du col de la vessie. Un sphincter lisse, c'est un muscle qui n'est pas contrôlable volontairement. Et il y a un sphincter strié au bout de la prostate. Quand on fait une prostatectomie radicale, on retire la prostate et bien souvent, on lèse un des 2 sphincters. C'est le sphincter lisse. Donc, si le sphincter qui vous reste n'est pas suffisamment costaud pour lutter contre les fuites, la première chose à faire, quand on a des petites fuites, c'est de kiné du périnée. On remuscle son sphincter. Il n'existe pas encore de sphincter artificiel? Mais bien sûr. Mais ça, c'est l'étape suivante. Il y a même une étape intermédiaire aujourd'hui. On peut proposer des petits ballonnets ou on peut proposer des bandelettes où on va remonter l'urètre, comme chez les femmes. Et ça marche. Évidemment,
en bout de course thérapeutique, lorsque les patients sont toujours gênés par l'incontinence urinaire, à ce moment-là, un sphincter urinaire peut être posé et peut régler les problèmes de ces patients souffrant de l'incontinence urinaire. Donc il y a des moyens de prise en charge. Hein. Tout à fait. Il faut pas rester en couche à la maison. Il faut pas limiter son périmètre de vie parce qu'on a des fuites d'urine. Il faut se battre, il faut poser la question, il faut oser et il y a des solutions. C'est important de le dire, parce que ça aussi c'est un tabou, les fuites urinaires, que ce soit chez les hommes et les femmes. C'est pour ça que je vous ai demandé d'en parler, parce qu'on n'en parle jamais. Exactement. Les gens se retrouvent avec des protections. Alors subitement on leur propose des protections, mais finalement ça vous pollue tellement la vie qu'il faut oser en parler. Mais quand vous dites, parce que moi je sais que beaucoup d'auditeurs me demandent, est-ce que tu connais un docteur, un bon... Mais les gens, c'est compliqué d'avoir un bon spécialiste. Il y a des listes d'attente incroyables. Alors, surtout chez les gens qui utilisent les techniques de pointe. On a beau dire que la France est en pointe sur les techniques, notamment au niveau de la prostate. Je peux vous assurer que tout le monde n'a pas le même taux d'équipement en France. Alors oui, mais il faut savoir que l'urologie, on est un petit monde, on est un peu plus de 2000 urologues. On se connaît beaucoup. Le niveau d'urologie française est impressionnant. Oui. C'est-à-dire que le niveau moyen d'un urologue en France, il est hallucinant. Et donc aujourd'hui, la plupart des urologues, la jeune génération, se mobilisent pour apprendre des nouvelles technologies. On a des centres de formation, évidemment, dans les hôpitaux publics qui sont absolument prodigieux. C'est là où j'ai fait ma formation. On a des centres aussi privés aujourd'hui. On continue à former des étudiants en clinique privée aussi, il faut le savoir. Les cliniques privées ont toute une technologie, ont du savoir-faire et on forme aussi des jeunes qui demain vont m'opérer. Donc non, le niveau français, l'urologie française, c'est vraiment une urologie d'excellence. Le Rhizome en France, vous êtes combien, par exemple, à pratiquer cette technique dont vous parlez tout à l'heure ? Alors, on est très peu nombreux. Par bonheur, j'ai pu commencer au tout début, il y a plus de 2 ans. Donc, c'est vrai que j'ai un peu d'avance. Vous êtes pionnier, oui. On est un peu pionnier. Et donc, c'est une technique maintenant qu'on maîtrise au sein de ma clinique. On est peu de centres. Mais ça, c'était aussi une volonté de la part de l'industriel de pouvoir avoir un très bon niveau dans certains centres d'excellence pour pouvoir ensuite se déployer. Pour pas qu'évidemment il y ait toujours une nouvelle technique, un engouement, et puis qu'après cette technique elle soit dévoyée et que ça fonctionne pas bien. Depuis quelques années, Nadia, pour le cancer des seins, on a entendu de plus en plus de spécialistes qui réapprenaient aux femmes à se palper. J'aimerais qu'on parle du cancer des testicules, qui est un cancer peu connu. Et alors pour le coup, on en parle peu, du cancer du testicule. Est-ce que par palpation, on peut détecter quelque chose d'anormal, Marc Galliano ? Mais bien sûr. Ça, c'est un grand cheval de bataille de beaucoup d'andrologues et beaucoup d'urologues. Il faut apprendre à nos garçons, dès leur puberté, l'autopalpation testiculaire. Alors, comment on fait ? Je vous invite à prendre chez vous... Là, maintenant, tout de suite, ou on peut attendre on peut le faire tout de suite. Le podcast de l'émission ? Alors, on va attendre le podcast. Mais vous faites rouler vos testicules une fois par semaine sous la douche, entre pouce index et majeur, et vous faites rouler, vous les roulez. Comme si ça marche pas chez vous, vous en avez pas. Non, je faisais le geste parce que c'est le geste généralement qu'on utilise pour les billets. Donc voilà, c'est pour les auditeurs. Vous roulez une clope, la moustache, donc vous roulez et un testicule, c'est à la fois ferme, souple, mais totalement lisse. Donc si vous sentez un grain de lentilles, un grain de riz, une pois chiche dans votre testicule, vous consultez directos parce que ça peut être un cancer. Et le cancer du testicule, il y a 2 pics. 20 ans et 40 ans. Donc il faut apprendre à nos garçons à s'auto-palper. Et là, tout le monde a eu mal en même temps que vous parliez. Je peux vous dire, tout le monde... Là, j'imagine que tous ceux qui écoutent sont en train de... Oh là là, les petites natures. Il faut qu'ils s'auto-palpent. Les deux en même temps ou Alors, les deux en même temps, il faut être un peu ambidextre, mais pourquoi pas ? D'accord. Mais pourquoi pas ? C'est toute une technique, Nadia. C'est un cancer d'évolution lente ou d'évolution rapide, le cancer des testicules ? Ça peut être très rapide, donc c'est pour ça que c'est considéré toujours comme une urgence et c'est toujours vécu d'une façon assez violente par les patients parce que d'abord on est jeune, on s'attend pas à avoir un cancer. Vous voyez un urologue qui le jour même vous palpe, vous annonce qu'il faudrait vous opérer dans la semaine qui suit, vous fait des tonnes d'examens, vous parle de cryoconservation du sperme parce qu'il peut y avoir une atteinte de la fertilité, c'est monstrueux. Donc en effet c'est un cancer, là c'est vraiment un cancer où la montre joue le plus. Et en effet la chirurgie en elle-même, elle est symbolique, mais chirurgicalement, l'acte chirurgical en lui-même, il n'est pas très compliqué.
et ça sauve des vies. Le cancer du testicule, on est sauvé par la chirurgie et par la chimiothérapie. Est-ce qu'il y a Donc, des symptômes, en fait, docteur Marc? alors, Philippe, il faut dire les choses. Quand on a un symptôme de n'importe quel cancer, c'est un peu tard. Ouais. Quand on commence à avoir mal, quand on commence à perdre du poids, en général, c'est déjà très avancé. Donc, il faut faire de la prévention. Et aujourd'hui, voilà, c'est le message qu'il faut porter à nos jeunes. Palpez-vous. Ou sinon, la première fois, vous allez voir un andrologue. Vous avez 15 ans, 16 ans, vous êtes un garçon. Vous allez voir un andrologue que je suis ou bien d'autres. On parlera de vaccination contre le papillomavirus. On parlera de sexualité, de protection, de contraception par la chaleur. On parlera de plein de choses et on va vous apprendre à vous palper les testicules. Ça fait partie de l'éducation à la sexualité. Hein, Exactement. Au même titre que savoir mettre un préservatif, savoir se palper. Tout à fait, Nadia. On parle beaucoup des sportifs justement qui seraient atteints de ces cancers du testicule, mais est-ce qu'il y aurait des prédispositions ou des produits qui favoriseraient l'apparition de ces cancers? Alors, on parle souvent des sportifs qui sont dopés, en fait, faut dire la vérité, ou des gens qui font de la musculation à outrance, qui prennent des protéines. Alors, les anabolisants, il faut dire une chose à nos auditeurs, pour ceux qui font du sport en amateur ou en professionnel, les anabolisants font diminuer le volume testiculaire. Donc, si vous avez envie de vous retrouver avec 2 petits raisins de Corinthe, c'est-à-dire les gros musclés, on les petites couilles. Voilà. Oui. Parce que quand on c'est bien comment vous le dites là. Bah, voilà. Quand on donne est-ce que vous le dites en face des gros musclés? Oui. En général, ils courent moins vite que moi. Hein. Moi, je cours très vite. Donc, les gros musclés ont des petites couilles. Et voilà. Et c'est dû à la prise. Oui. Parce que les gros musclés qui prennent des anabolisants. Bien sûr. Parce voilà, que l'anabolisant, hein. quand vous prenez de la testostérone, en fait, votre corps se met au repos. Et comme la testostérone est produite par des cellules qu'on appelle les cellules de Liebig, en fait, vos testicules se mettent au repos. En se mettant au repos, diminue de taille. C'est logique. Le corps, vous lui permettez d'avoir un produit sans le produire, il se met au repos et donc les testicules diminuent en taille. Le corps est intelligent. Exact. Bon, vous revenez quand vous voulez, docteur Marc Galliano. Avec grand plaisir. Vous publiez Mon sexe et moi, manuel pour comprendre et réparer son pénis, Nadia. Aux que vous éditions pouvez offrir à pour Noël. Voilà, pour Noël. À nos chers messieurs qui n'osent pas aller acheter des livres qui parlent de leur pénis. Il faut sauver Noël, de toute façon. Oui. Non, si vous voulez sauver Noël. Il faut surtout sauver vos pénis. Voilà. Et vous aurez les aventures de John, un ami de. De Nadia, peut-être. C'est notre ami à tous. C'est tous notre ami. Non, John, c'est le surnom que vous donnez. Exactement. Au lieu de l'appeler Popol, on l'appelle John. C'est quand même plus. C'est plus américain. Je pense qu'à l'exportation, ça marche mieux. Johnson, c'est une tub en français. Et un John, c'est un Popol. J'aime terminer sur des notes comme ça. Très poétiques. La poésie, c'est ce qu'on fait. Tout votre succès. Vous retrouvez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Vous nous réécoutez en podcast. Merci Nadia. Merci docteur Galliano. Merci, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.